Bienvenue dans notre émission La Minute Fiscale Racine. Au programme IFI, premier bilan 1 an après. Et avec moi pour en parler, Alexandre Courreau, bonjour. Bonjour. Alexandre, avant d'aborder la thématique pleinement, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi les pouvoirs publics ont décidé de limiter l'assiette de l'imposition de la fortune à l'immobilier? Bien sûr, il s'agissait d'un des grands projets du candidat Macron. Il partait du postulat que l'ISF avait la fâcheuse tendance de trop taxer le capital au détriment des petits épargnants et surtout de l'actionnariat familial des PME qui pouvait nuire à la pérennité de ces entreprises. L'idée était donc de recentrer l'impôt sur la fortune sur les actifs immobiliers afin d'inciter les contribuables à réinvestir leur argent dans l'économie réelle qui, elle, est génératrice de croissance et surtout d'emploi. Et le second objectif sous-jacent était d'inciter les grosses fortunes à revenir en tout cas s'installer en France. Alors, ce changement ISF-IFI, j'imagine qu'il est globalement gagnant pour les contribuables. Effectivement, de prime abord, la question ne se pose pas, les contribuables sont gagnants. Je vais vous citer quelques chiffres. Effectivement, donc dans le cadre de l'ISF 2017, on dénombrait environ 350 000 contribuables. Aujourd'hui, on n'en dénombre plus que 150 000. Donc le calcul est vite fait. Effectivement, les gens sont globalement gagnants, dès lors que tous leurs actifs financiers sont même dorénavant en dehors de l'impôt sur la fortune. Et donc, dorénavant, on se concentre que sur leurs biens et droits immobiliers. Alors vous évoquez les actifs financiers, justement. Qu'est-ce qu'il en est des sociétés immobilières? Est-ce qu'elles sont taxables à l'IFI ou pas? Alors oui, les sociétés, les parts et titres de sociétés restent dans le champ de l'IFI, mais au prorata de leur fraction immobilière. Ouais. Qu'elles soient détenues directement ou par plusieurs échelons. Ouais. On va chercher la fraction immobilière de ces titres de société, avec quelques exceptions près, concernant notamment les actifs immobiliers affectés à l'activité professionnelle, qui eux sont exonérés, au même titre que les participations inférieures à 10% dans les titres de société, à l'exception notoire des sociétés dont l'activité est la gestion d'un patrimoine immobilier, qui elle reste pleinement dans le champ de l'IFI. On l'a vu, réforme gagnante pour les contribuables. Est-ce que pour autant, cette réforme, elle n'a pas fait des perdants? Alors oui, il y a des gagnants, mais il y a malheureusement aussi des perdants. Notamment, certains contribuables ont vu leur situation durcie suite à cette nouvelle réforme. Il s'agit notamment des contribuables qui, à l'origine, pouvaient déduire l'intégralité de leur dette financière, qui aujourd'hui ne le peuvent plus, en application de certaines règles anti-abus, notamment concernant les dettes contractées directement ou indirectement auprès d'un cercle familial. Les deuxièmes grands perdants sont les organismes à but non lucratif. Parce que malheureusement, qui dit baisse des recettes et du coup baisse de l'assiette taxable, dit baisse des dons éligibles aux réductions d'impôts. Je peux difficilement terminer cette interview sans évoquer la polémique du moment et vous poser une question à la fois simple mais compliquée. Est-ce qu'il faut rétablir l'ISF? Effectivement, c'est une question hautement actuelle qui déchaîne les foules. La question n'est pas forcément de savoir s'il y a des perdants, des gagnants, s'il faut ou non rétablir l'ISF. La question devrait davantage porter sur l'instabilité du régime fiscal français qui a la fâcheuse tendance à changer au gré des mandatures. Or, c'est véritablement cette stabilité fiscale qui sera source de croissance et d'emploi en France. Il faut arrêter de changer en permanence les règles du jeu et redonner de la visibilité aux investisseurs. C'est tout à fait ça. Alexandre Courreau, merci. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission, La Minute Fiscale Racine.